Maintenant que nous avons configuré l'aire directeur, il va nous rester de configurer la zone inversée, chose que nous allons voir dans ce chapitre. Un peu de cours. Qu'est-ce que c'est la zone reversée ou inversée de DNS? Par défaut, notre AD il permet de faire la résolution d'adresse IP vers le nom, mais pas des noms vers l'adresse IP. Donc, créer la zone inverse et des pointeurs permet de associer les adresses IP au nom et vice-versa. Comme ça, si vous voulez connecter une machine à travers son nom, vous pouvez le faire. Tout à l'heure, j'ai créé un enregistrement. Voyons voir les différents types d'enregistrement. Les A, ce sont des enregistrements de type statique. Pour les adresses IP V4, je peux donner un nom et l'associer à une adresse IP. Généralement, le DHCP il le fait automatiquement, mais on peut le faire manuellement sur un serveur statique. Ensuite, le AAA, c'est quand il s'agit des adresses IP V6. Le CNAM, Canonic Name, c'est un alias. C'est-à-dire, je peux, pour que les gens n'accèdent pas au serveur d'impression, au serveur de fichier avec son nom, srv-fichier 1 ou l'adresse IP, à défaut de créer ou de configurer un DFS, je vais créer un enregistrement CNAM. Je vais l'appeler serveur Alform. Nous allons voir tout ça. Et les gens à la place qu'ils tapent ou qu'ils te disent, bah, c'est le serveur 65 qui est très dangereux, bah, néanmoins, pour le grand public, ils disent, ben, c'est le serveur Alform qui est tombé, c'est le fichier Alform qui est tombé, alors que c'est derrière, c'est juste un alias. Et les enregistrements MX qui permettent de identifier et désigner le serveur de messagerie dans notre entreprise. Pourquoi le DNS inverse? C'est ce qui nous permet de faire les doubles résolutions et fonctionner correctement dans un parc. Comment vérifier cela? Toujours avec NSLookup. Si je fais DC1, est-ce qu'il va le reconnaître? Oui, il l'a reconnu, il a fait la résolution. Mais si je lui donne 10.10, il ne va pas le connaître. Il peut faire la traduction du nom vers l'adresse IP et pas de l'adresse IP vers le nom. Parce qu'il n'y a pas un DNS inversé, chose que nous allons configurer, c'est assez simple. Je viens dans la zone inversée, je fais une nouvelle zone, je fais suivant, zone principale, virtu, adresse. Si j'ai un réseau étendu, par exemple 192.168, j'ai un sous-réseau .10.20.30.40, je peux me contenter de configurer que les deux premières octets. Si j'ai des zones tout le monde sous la même zone, .10 par exemple, dans notre cas, je peux configurer 10. Il y en a des personnes qui créent autant de zones que de sous-réseaux. À vous de voir. Soit vous créez un seul sous-réseau qui est 192.168 et mettre tous les sous-réseaux 10, 20, 30, 40, ou vous créez autant de sous-réseaux, par exemple. Si j'ai un autre réseau qui est 20, je vais créer 192, 168, 20, ainsi de suite. Les deux, ce sont des bonnes pratiques, mais moi, je préfère, comme l'a indiqué Philippe Hart dans son bouquin, de créer plusieurs sous-zones, 20, 30, 40, etc. Une fois créé, il faudra faire le premier enregistrement à la main. Je viens dans mon DC1, je clique sur « Mettre à jour l'enregistrement du pointeur »,« Appliquer »,« OK ». Si je reviens ici, j'actualise, je vais voir que je suis au pointeur. Il faudra aussi vérifier est-ce que je suis dans le domaine. Parfois, je suis pas, ça me fait sauter le domaine, donc je viens dans le centre réseau et partage. Je suis en réseau privé. Vous voyez, je ne suis pas encore dans le domaine. Il suffit de désactiver, réactiver, et il va reconnaître mon domaine maintenant. Voilà, voilà. Si c'est privé, ça risque de compromettre la communication, avoir beaucoup de problèmes dans mon entreprise. Voilà, voilà. Tout est bien qui finit bien. À ce moment-là, donc, si je refais NSLookup, vous allez voir que je fais autorité, serveur qui fait autorité, localhost c'est 127.0.0.1. Et si je le fais sur un autre machine cliente, ici, ce sera le DC1 écrit. Donc, si je fais DC1, il me le résout, il me résolve. Si je fais le 10.10.10, il fait vice-versa. Maintenant, si je lui donne pfSense, il va le trouver. Et si je lui donne 192.168.10.1, il ne va pas le trouver parce que ce n'est pas encore enregistré.
Comme le PF5 c'est un enregistrement manuel, ben, il faut attendre un petit peu. À savoir que ils ont aussi un horodatage statique ou pour les enregistrements dynamiques. Comment on montre ça? En cliquant sur affichage détaillé, vous allez voir que mon enregistrement, moi, il n'est pas supprimé parce qu'il n'est pas enregistré à travers un DHCP, donc il a une durée illimitée. Par défaut, le DHCP, ça prend 1 heure. Donc voici une façon de montrer. Vous pouvez aussi redémarrer le service DNS ou attendre un petit peu que tous les enregistrements apparaissent dans cette zone. S'ils n'apparaissent pas, on peut anticiper vers un nouveau pointeur autorisé. Je choisis ma zone principale, alform.local et mon PF5. Je fais OK. Comme j'ai dit, avec un peu de temps, toutes les machines vont remonter ici automatiquement. Et là, si je fais l'adresse IP, ça va fonctionner et vice-versa. Pour voir les types d'enregistrements que nous avons vus dans le cours, je peux toujours créer un enregistrement alias CNAM. Je vais l'appeler secret. Secret. Je vais le faire pointer, soit je mets le nom de la machine ou pas. Je vais le faire pointer vers PF5. F5. OK. Et donc, à la place de pinguer PF5, je vais pinguer secret. Les gens, ils vont te dire, je me suis connecté à secret ou je me suis connecté à nom du serveur secret, qui est tout simplement mon serveur PF5. Cela est un petit peu, vous voyez là, secret. Voilà, donc là, comme c'est le PF5, c'est-à-dire c'est une potentielle attaque parce que c'est pas enregistré, mais sur un autre site, ça va fonctionner. C'est juste pour camoufler un petit peu et faire un petit peu de bonne pratique. Néanmoins, le DFS reste le plus recommandé, mais cette méthode, cette pratique des CNAM est aussi appréciée par rapport à l'enregistrement classique. Moi, je préfère cette méthode que de donner à l'utilisateur ou remonter un serveur de fichiers avec le vrai nom du serveur parce que c'est très dangereux. Voilà pour la partie redirecteur. Maintenant, tout est fonctionnel, notre AD et notre configuration de DNS. Je vous remercie pour votre attention. On ferme les deux fenêtres et on se retrouve dans le prochain chapitre.